Bonjour et bienvenue dans les chroniques de Sacha DLP. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau format de vidéo qui est un test pour moi, c'est le vodcast. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le principe du vodcast, le concept est assez simple. Je suis actuellement en train de filmer ce podcast et il sera du coup disponible à la fois sur les plateformes de streaming classiques de podcast, donc Spotify, Deezer, Apple Music, enfin Apple Podcast, pardon, mais aussi disponible sur les plateformes comme YouTube. Alors, pourquoi je fais ce format-là? Je fais ce format-là parce que je me suis rendu compte récemment que mes vidéos sont diffusées à la fois sur les plateformes classiques, comme je disais, et sur les plateformes comme YouTube. Et je me suis dit que peut-être, pour que le podcast soit un peu plus interactif, je vais vous faire du coup cette vidéo sous forme de vodcast. Alors, qu'est-ce que ça va changer concrètement? Pas grand-chose. La seule chose qui va changer, c'est que typiquement, pour les personnes qui vont regarder mon contenu sur YouTube, il y aura un travail de montage fait en amont qui leur permettra d'avoir des images en plus d'illustrations, etc. Alors, bien évidemment, il y a quand même des avantages et des inconvénients. Enfin, pour moi, à titre personnel, il n'y en a pas. Pour l'auditeur, il peut y en avoir. Euh, L'avantage de ce type de vidéo pour le spectateur qui va regarder sous format vidéo, c'est de typiquement pouvoir être un peu plus immergé et avoir un peu plus de visualisation de quoi je parle. À côté de ça, pour l'avantage par contre pour la personne qui va vouloir streamer ça sur une plateforme de streaming, c'est qu'elle va pouvoir avoir accès à mon contenu en avance. Voilà. Alors, aujourd'hui donc, comme à chaque fois, nous allons aborder un thème. Alors, aujourd'hui, ça va être le dernier épisode sur Walt Disney. Enfin, directement sur sa vie. Après, je vous prépare un petit épisode bonus prochainement sur son héritage. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'ouverture du premier parc Disney jusqu'à la mort de Walt Disney. Alors, nous commençons notre récit le 17 juillet 1955. Walt a enfin réalisé son projet le plus ambitieux. Après environ 10 ans de travail, Walt ouvre enfin le premier parc Disney. Donc, au début du projet, Walt voulait simplement créer un parc à thème au pied du studio pour que les employés profitent de leur famille et petit à petit, Walt, il a eu une plus grosse idée. Et parce que comme vous le savez, c'est quelqu'un qui est extrêmement créatif, qui a 1000 idées à l'heure. Et voyant que son parc devient... que son idée est beaucoup trop grande pour un simple parc pour ses employés, il se dit, pourquoi ne pas l'ouvrir à tout le monde? Donc, à partir de 1952, donc là on retourne un tout petit peu en arrière, à partir de 1952, il y a un article dans la Gazette de Burbank qui annonce la construction de Disneyland. Cependant, comme je vous disais, comme Walt Disney il a beaucoup trop d'idées, il décide de créer une filiale qui s'appelle la WED. Donc la WED, qui est la Walt Disney Imagineering, qui était de base financée par Walt Disney. Et
cette filiale de Disney, en gros, était composée de d'un petit groupe de personnes travaillant à la fois pour le studio, mais aussi des ingénieurs. Et en gros, ils sont chargés de s'occuper de la création des attractions, passant par le storytelling, le track, donc les rails, le chemin, les montagnes russes, les descentes quand c'est une montagne russe, etc. Les animatronics, ainsi que les navettes. Alors, pour ceux que ça intéresse, en gros, pour faire simple, les Imagineers, il y a deux sous-catégories. Il y a la partie show, qui est la partie artistique, donc qui va s'occuper majoritairement, donc, comme je le disais, des animatronics, des décors et du storytelling. Et vous allez avoir la partie technique, qui va s'occuper, par exemple, des navettes, et encore les navettes, ça se partage entre les deux. Des tracks, et également, donc du coup, de construire le ride, quoi. Donc voilà. Et donc, aux États-Unis, c'est une filiale à part entière. C'est-à-dire que les Imagineers aux États-Unis travaillent H24. Enfin, quand je dis H24, ils travaillent tout le temps. Ils ont un CDI lambda. Parce que à côté du développement des attractions, ils vont aussi s'occuper de, typiquement, le développement de certaines nouvelles technologies qui pourront utiliser par la suite dans leurs attractions. Par exemple, on a eu l'exemple il y a quelques années avec le Tiana's Bayou. Bon, attendez, juste 2 secondes. Bref. Donc voilà. En France, c'est un peu différent. En France, nous avons des Imagineers aussi. Alors, on a deux catégories aussi. Enfin, on a deux sous-catégories qui sont elles-mêmes composées de deux sous-sous-catégories. On a ceux qui vont s'occuper de la rénovation de la rénovation de certaines attractions. Alors, que ça soit une rethématisation ou juste faire du renouveau, peut-être ajouter des éléments, etc. Et la partie, donc par exemple, ceux qui vont s'occuper du land Arendelle actuellement, qui sont une autre partie. Puis comme je vous ai expliqué, il y a ceux qui s'occupent de la partie show et la partie technique. Bon. Et nous, la spécificité qu'on a en France, c'est que nous, les Imagineers qu'on a en France, alors ils viennent des quatre coins du monde. Ils peuvent venir des États-Unis, de la filiale des États-Unis, mais certains, en gros, ont ce qu'on appelle des CDI chantier. Un CDI chantier, pour faire court, c'est des personnes qui vont être employées à Disney le temps du projet. On parle de CDI chantier parce que techniquement, on a à peu près une idée de dans combien de temps le projet sera terminé, mais on n'est pas sûr exactement si le projet sera fini à telle date. Donc tant que le projet n'est pas fini, les personnes sont employées à Disney. Après, bien sûr, il y a aussi des Imagineers qui, eux, ont un CDI normal à Disney, mais qui ne travaillent pas pour les Imagineers tout le temps. Ils peuvent avoir d'autres missions comme de la maintenance, etc. Bon. Pour revenir du coup à notre sujet principal, Walt Disney, dès le début du projet, il a une exigence seulement qu'il impose aux Imagineers. Il leur laisse carte blanche pour construire le parc, mais excusez-moi, il faut que je bois. Voilà. Euh, il a une seule exigence, c'est que il y ait un train qui fasse le tour du parc. Parce qu'en effet, Walt, il a une passion. En fait, quelques années auparavant, lors d'un rendez-vous avec son médecin lui a suggéré de prendre du temps pour lui et de se trouver un hobby qui puisse lui plaire. Alors Walt, alors une des premières choses qu'il a faites, c'était, pour l'anecdote, il est parti en vacances pendant 13 semaines en Europe, il a fait un tour de l'Europe avec sa famille. Mais à côté, il a découvert une autre passion qui est le train, les trains miniatures. Et le premier train qu'il a construit, c'était un train miniature qu'il a appelé le Carolwood Pacific Railroad.
qui est une référence en fait à son ancienne adresse, et il a choisi et il a nommé sa locomotive la l'Élise locomotive, en référence à sa femme. Vous l'aurez compris, Walt Disney c'est quelqu'un qui est très famille. Et il est tellement fan, enfin il est tellement, pour lui la famille est tellement importante pour lui que bah il va demander, comme sa famille adore ce train, il va demander justement à ce que, en plus de mettre sa passion dessus, il va demander à ce que il y ait un train qui fasse le tour du parc et qu'il a appelé le Disneyland Railroad. Donc pour ceux qui me regardent actuellement en vidéo, je vous mets la photo juste ici, voilà. Donc voilà. C'est finalement, donc, comme je vous le disais, le 17 juillet 1955 que Disneyland ouvre ses portes. À son ouverture, le parc comprend des attractions adaptées de films et de franchises à succès de Disney. Dès son ouverture, le parc rencontre un franc succès, de nombreuses attractions ouvrent au fur et à mesure. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, l'une des choses qu'il a... alors, l'un des premiers mots qu'il a dit à l'ouverture du parc, c'est Welcome to Disneyland, welcome. Disneyland is your land. Mais quelques mois auparavant, quand il a présenté le parc de Disneyland, alors, ça il l'avait déjà sur ce premier parc, mais il l'a aussi répété pour le parc en Floride quand il a présenté le projet. Autant pour moi, non, excusez-moi, je vous dis une bêtise, c'était quand il a présenté le projet de Disneyland donc en Californie, donc le premier parc, il promettait à tout le monde qu'il y aurait des nouveautés régulièrement. Et c'est une chose qu'il a tenue vu qu'il y a eu de nombreuses attractions qui ont ouvert un peu après l'ouverture. Alors, pour l'anecdote d'ailleurs, jusqu'en 1982, pour profiter du parc, il fallait payer un billet à la fois pour l'entrée, mais également pour chaque attraction. Alors, comme vous l'aurez compris, les années 50 sont une période très fluctuante pour Walt et pour la Walt Disney Company. Parce qu'en parallèle de ses projets de parc d'attractions, Walt se lance dans la course spatiale. Alors non, contrairement à nos milliardaires actuels, il ne s'amuse pas à créer des vaisseaux spatials et d'envoyer des gens dans la Lune, mais il travaille en collaboration avec la NASA sur 2 films éducatifs. Le premier qui sort en 1955, donc la même année où ouvre le parc Disneyland, il sort Man in the Space. Et 2 ans plus tard, il ouvre, donc en 1957, il produit un deuxième film éducatif, Mars and Beyond. Toujours en 1957, Walt va rencontrer un autre génie de l'animation. Enfin, on va pas dire de l'animation, mais du cinéma. Il va rencontrer Jim Henson, qui est le futur créateur des Muppets, avec qui il va travailler justement pour créer les personnages du Muppets, et il va l'aider à avoir une place dans l'un des plus grands shows de l'époque, dans l'une des plus grosses émissions de l'époque, qui est... attendez. Il va participer au Ed Sullivan Shows, qui est une des plus grosses émissions de l'époque aux États-Unis, où Walt Disney a déjà été invité plusieurs fois, où par exemple les Jackson 5 ont également été invités, etc. Cette même année encore, donc, comme vous l'aurez compris aussi, très grosse année, l'année 1957 pour Walt Disney, Walt en fait il va lancer 2 émissions. Alors une série qui est assez connue, notamment pour la génération de mes parents, donc celle des années 50-60, voire 70, c'est Zorro. Et à côté de ça, il y a la deuxième émission qui est le Mickey Mouse Club, qui est une émission qui faisait en fait la promotion d'enfants qui avaient des talents en chant. Et pour information, il y a à peu près 620 saisons. Alors certes, c'est des petits épisodes, etc. Mais il y a pas, à mon avis, il doit y avoir 620 épisodes ou un truc comme ça. Et en fait, la série, elle s'est d'ailleurs arrêtée il y a seulement quelques années, en 2018. Bon, maintenant, on va passer aux années 60. En 1960, les Imagineers sont engagés par
le comité olympique. Que, comme je vous le rappelais, certes, ça appartient à la Walt Disney Company, mais c'est une société à part, c'est une filiale. Et donc ils vont être engagés pour organiser la cérémonie d'ouverture et de fermeture des JO d'hiver de 1960. Toujours au début des années 60, Walt Disney Productions est devenu le premier producteur au monde de divertissements familiaux. Parce que, pour rappel, Walt Disney est présent pratiquement partout. Il est disponible en musique, notamment dans les années 50-60 avec le Disneyland vinyle. Il est aussi présent sur le petit écran, avec les émissions comme Zorro ou justement le Mickey Mouse Club, mais également sur le grand écran, avec justement tous ces films, etc. Et puis comme je vous disais, faut pas oublier non plus l'empire qu'est la Walt Disney Production. Ils ont également aussi des chaînes télé, comme par exemple la ABC. Bon. Grâce à justement sa popularité, en 1964, Walt Disney va enfin pouvoir réaliser son plus gros projet et son projet le plus difficile à réaliser, c'est réaliser le film Mary Poppins. Après plusieurs décennies, environ 25 ans de négociations, Walt Disney réussit enfin à convaincre Pamela Travers à vendre et céder les droits de Mary Poppins. Mais ça, je suis désolé, je garde le suspense. Je vous en parlerai plus en détail dans mon autre émission qui est les anecdotes de Sacha DLP. Voilà. Qui sera d'ailleurs qui sera le prochain épisode de mon podcast, du coup, les anecdotes de Sacha DLP. Dans le cadre maintenant maintenant on se retrouve en 1964. Dans le cadre de l'exposition mondiale à New York de 1964, Disney ouvre 4 attractions comprenant des audios animatronics, qui était une première à l'époque, qu'il intégrera d'ailleurs par la suite dans le premier parc Disney. D'ailleurs, en fait, cet événement, pour Walt, il restera pas sans incident. Alors je vous rassure, je sais que le mot incidence est assez lourd, mais pour le coup, c'est dans le bon sens du terme. En effet, suite à cet événement, Walt y réfléchit à ouvrir un nouveau parc sur la côte Est. Et presque sur un coup de tête, il commence à acheter petit à petit, discrètement, des terrains dans le centre de la Floride, notamment au sud-ouest de Orlando. Et en quelque temps, à l'aide de sociétés écrans, la Walt Disney Company réussit à acheter environ 11 000 hectares de terrain, ce qui fait à peu près dans les 108 km². Et grâce à justement, entre les promesses d'investissement et entre les promesses d'investissement et également le fait qu'il ait acheté ce terrain-là, il réussit à négocier avec la Floride à gérer ce territoire-là comme une comme un quasi-État indépendant. Et il réussit, c'est-à-dire que jusqu'à 2021, à peu près 22, la Walt Disney Company il y avait une règle spéciale en Floride pour qu'ils aient leur propre police, leurs propres pompiers, leurs propres taxes et qu'ils puissent gérer, que ce soit seulement la Walt Disney Company qui gère cette zone-là. Malheureusement, Ron DeSantis a détruit cet accord et du coup, maintenant c'est plus le cas. Et c'est dommage parce que c'était une exclusivité et c'était vraiment un truc qui était assez spécial et puis surtout c'est le seul parc qui avait réussi à faire ça au monde. Bon, le projet commence finalement en 1966 et doit comprendre plusieurs parcs. Donc au début, il y a le parc principal qui était Magic Kingdom et il y avait également Epcot
qui était conçu comme qui devait être le deuxième parc et qui était conçu comme une ville opérationnelle où les habitants pouvaient vivre et travailler et interagir avec des nouvelles technologies expérimentales. Et en parallèle des parcs, il y avait un immense terrain enfin plusieurs parcours de golf et hôtels qui devaient être construits. Malheureusement, Walt il ne verra jamais son projet abouti, parce que en effet, cette même année, les ennuis de santé pour Walt commencent. Euh, Cette année-là, on lui annonce malheureusement une tumeur cancéreuse au poumon. Et malheureusement, malgré une opération qu'on pensait réussie, c'est finalement le 15 décembre 1966 que Walt s'éteint. Ce jour-là, le monde il a perdu l'un des plus grands génies, l'un des créatifs et cinématographes, l'un des plus grands businessmen de son siècle. Et même si certains éléments de la vie de Walt Disney sont discutables d'un point de vue moral, euh, on ne peut nier le génie cinématographique et son côté très visionnaire qu'il avait au XXe siècle. Parce que, bah, comme on l'a rappelé dans différents podcasts, euh, notamment dans les anecdotes de Sacha DLP, Walt il a beaucoup investi dans les nouvelles technologies et enfin oui, dans les nouvelles technologies, notamment dans le domaine du cinéma, là où personne n'y croyait. On peut prendre l'exemple du Technicolor Trichrome par exemple, qu'il a développé, enfin, où il a acheté l'exclusivité et qu'ensuite il a développé. Voilà. Bon, malgré le fait que on finisse ça sur une ambiance un peu triste, c'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous rassure, encore une fois, hein, c'est pas le dernier podcast de cette série, c'est juste le dernier podcast sur la vie de Walt Disney. Après ça, je continue, je vous rassure, je continuerai. Il y aura d'autres projets, alors, notamment bah, du coup sur la création des Imagineers, sur la création des parcs, des différents parcs. Également sur la vie de Roy Disney. Et en parallèle, bah, de toute façon, vous pouvez toujours suivre mon autre émission, mon émission de cinéma, donc les anecdotes de Sacha DLP, qui sont de toute façon, alors, pour ceux qui sont sur les plateformes de streaming, vous tapez juste les anecdotes de Sacha DLP, et pour les autres, bah, tout est dans la description, sur la description de ce podcast YouTube, enfin de ce podcast YouTube. Avant de terminer cet enregistrement, je voudrais vous remercier également d'avoir été fidèle pendant ces 3 ans très instables au niveau publication. Voilà, je voulais vous remercier parce que bah, vous avez quand même, je vois au niveau des statistiques de temps en temps, vous êtes quand même resté pas mal présent, alors que c'est vrai que moi j'étais assez peu présente sur Insta, même sur YouTube. Et au niveau podcast, ça fait 1 an que j'ai pas posté de podcast pour les anecdotes de Sacha DLP. Et ça fait, je crois, bientôt 2 ans que je n'ai pas enregistré de podcast sur ce podcast-là, les chroniques de Sacha DLP. Voilà. Donc pour ça, je voudrais vous remercier. Je voudrais vraiment vous remercier sincèrement. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, Sacha DLP, me suivre sur YouTube pour ceux qui écoutent sur Spotify. Et bah, de toute façon, tous les liens sont dans la description sur YouTube. Et puis bah, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous et à bientôt.